Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver avec Philippe David. On vous souhaite une très belle année. Bienvenue dans les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Ça va, Philippe? Ça va très bien, Cécile. Ouais. Très heureux de retrouver les vraies voix. Puis vous me permettez de faire des remerciements à qui? À nos auditeurs, nos auditrices, parce que j'ai eu l'immense bonheur de devenir grand-père il y a 4 jours et j'ai eu un nombre de messages énormes sur les réseaux sociaux. Je voudrais les remercier, mais il y en a un d'une certaine Cécile de Ménibus qui m'a beaucoup fait rire. Vous avez écrit que vous aviez, c'est quand même extraordinaire, je quitte l'année 2023 avec un jeune premier, je reviens en 2024 avec un grand-père, j'ai dormi longtemps Sud Radio. Ça veut dire quoi, que j'ai perdu mon physique de jeune premier? Déjà c'est bien de l'avoir eu au moins une fois. Ça c'est bien. Mais non, mais c'est incroyable. Non mais c'est génial. Dans la vie de vous. Elle lui ressemble, la petite. Ah, mais c'est incroyable. j'ai vu, elle a le même coupe de cheveux que Philippe. Ouais. Alors je tiens à embrasser ma petite Eva, évidemment, puisqu'elle s'appelle Eva, et la maman et le papa, Julie, qui est ma fille, et Sacha. On les embrasse tous. C'est ça. Ça y est, on a fini et les la affaires de petite famille. a l'air adorable et spirituelle. Est-ce qu'elle fait des blagues déjà? Non, s'il vous plaît, non merci. La clinique a appelé en disant mais prenez-la, c'est tout son grand-père. En tout cas, elle est très mignonne. Ouais, elle est ravissante. Ouais. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue et merci de votre fidélité. 2024, nouvelle saison avec notre équipe. On embrasse bien entendu Aurore, Benoît, Aude, Ottilie et Félix Mathieu et bien sûr toutes ces personnes qui travaillent avec nous et qui fabriquent cette émission chaque jour au quotidien et qu'on aime beaucoup. En tout cas, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300, c'est ce même numéro de téléphone. Et au sommaire de cette première émission de l'année des vraies voix avec Philippe David, bien entendu, le grand débat du jour à 17h30. Un nouveau casting gouvernemental pourrait être dévoilé ou pas dans les heures qui arrivent. À la recherche d'un nouveau cap, Emmanuel Macron chercherait à remanier son équipe ministérielle. Elisabeth Borne pourrait quitter Matignon au profit d'un nouveau visage qui pourrait être Gabriel Attal. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Gabriel Attal, c'est le bon candidat pour le poste de Premier ministre? Est-ce qu'il pourrait redonner un nouvel élan à la majorité? Est-ce que, posons à long terme, Matignon, c'est le cimetière des ambitions présidentielles. Est-ce que ça ne pourrait pas être une formidable rampe de lancement pour Gabriel Attal, sachant qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter? Est-ce que, comme Attal revient de la gauche, ce sera un recentrage? On attend votre avis au 0826 300 300. Et pour le moment, à cette question, Gabriel Attal pourrait-il être un bon Premier ministre? Vous dites non à 75%. Et ça démarre bien. Ce serait donc le plus jeune Premier ministre de l'histoire de France sous le plus jeune président de la République. Absolument. On en parlera. Comprenez pourquoi Billy Gérard n'a pas été nommé. Franchement, il est homme d'expérience. Qu'est-ce qu'on en fait? Notre invité du jour pour en parler, Andrea Cotarac, qui est porte-parole du Rassemblement national. Et puis, le coup de projecteur des vraies voix à 18h30, rentrée sous tension pour les enseignants après une multitude d'agressions en décembre. Des rumeurs sur un professeur suite à l'étude d'un tableau classique avec des femmes nues. Une autre menacée au couteau par une collégienne. Toujours en décembre, une enseignante hospitalisée, empoisonnée au détergent lors d'un goûter au collège. Et en toile de fond, bien entendu, les meurtres de Dominique Bernard à Arras et 3 ans avant, Samuel Paty-Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une crise d'évocation pour le métier de professeur, vu ce climat parfois délétère dans les salles de classe, dans les cours de récréation et même à proximité des établissements scolaires? Le métier de prof, est-ce que pour vous c'est devenu un métier à risque? Et est-ce que vous pensez que les mesures portées par celui qui est encore ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, sont à la hauteur? Vous êtes prof, vous êtes CPE, vous êtes proviseur, venez témoigner au 0826 300 300. Et à cette question, faut-il s'inquiéter du climat décrit comme agressif envers les enseignants? Là, c'est un score brejnevien, vous dites oui à 88%. Et notre expert pour en parler, Jean-Rémy Girard, sera avec nous, président du SNALC, qui est le syndicat national des lycées et des collèges. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et vous l'avez entendu, is back. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir, belle année, mon cher mes amis. Bonsoir. Ce duo qui m'a manqué. Écoutez, nous aussi, vous et nous avez même les manqué. chroniqueurs qui vont me contredire. Les méchants chroniqueurs qui vont me contredire. De parti droite, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député, auteur de ce livre. J'espère que vous l'avez lu cet hiver. Les hommes en noir, publié chez Plomb. Bonsoir, Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir à vous tous et bonne année. Je suis très heureux d'être ici en pleine forme. Surtout que
que Perpignan n'arrête pas de gagner au rugby. Vous êtes content d'être ici ou d'être ici en pleine forme? C'est pas du tout la même chose. Je suis content d'être ici parmi vous et de vous voir en pleine forme. Ah, de nous voir en pleine forme, oui, c'est sûr. Il y en a même qui sont grands-pères, il paraît. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Mickaël Sadoun est avec nous, chroniqueur et consultant. Bonsoir. Bonjour. Comment ça va, Mickaël? Ça va, très bien. Je ne suis pas beaucoup parti cet hiver, mais j'ai pu profiter de Sud Radio et notamment de Frédéric Brindel qui assurait ce remplacement. Alors, il a remplacé le Kiki l'a dit par le quiz musical. Personnellement, j'ai trouvé que c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Ça pourrait être une piste. Parce que vous avez gagné, vous étiez seul, non? Et pour une fois, exactement, j'ai gagné alors que c'est Kiki l'a dit, je suis toujours à la ramasse, donc ça fait plaisir. Et on en profite, vous avez bien fait de le dire, de féliciter, de remercier bien entendu Frédéric Brindel, qu'on embrasse très fort. Et comme d'habitude, le 0826 300 300, un numéro que vous affectionnez tout particulièrement, avec Chantal qui est avec nous. Bonsoir Chantal. Bonsoir Chantal. À tous et tous mes vœux. Comment ça va Chantal? Ça va fort bien, je vous remercie. Vous faites quoi dans la vie Chantal? Je suis retraitée. Ah, c'est bien. Et qu'est-ce qui vous amène? C'est une profession très intéressante. Absolument. Vous savez, il y a des retraités qui sont beaucoup plus actifs que des actifs. Vous savez ça? Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Et Chantal, vous voulez râler sur quoi ce soir? Moi, je suggérais un droit d'entrée à l'hôpital de 2 € pour tout le monde. D'accord. Vous bougez pas. On en parle dans un instant. Vous nous expliquerez pourquoi. Et en attendant ce répondeur que vous aimez tant aussi, 0826 300 300, écoutez. Je me permets de vous appeler. Je suis Nora, j'appelle du département de l'Essonne. Et je voulais intervenir sur la peur encore et encore en ce qui concerne les températures qui sont de saison. On veut toujours parler du réchauffement climatique, on veut appuyer là-dessus et alors le seul moyen de le faire, c'est de culpabiliser les citoyens ou bien de leur faire peur. Je pense qu'il faudrait peut-être plutôt faire peur aux gros industriels qui pourrissent d'ailleurs complètement notre atmosphère, nos océans, etc. Et qu'il faudrait laisser un petit peu les citoyens tranquilles et arrêter de leur faire porter le chapeau et puis d'arrêter de les angoisser toutes les 5 minutes pour des choses qui on ne peut plus normales. Voilà, assez de cette gouvernance par la peur. Vraiment assez, ça suffit. Oui, il fait -1 degré un jour de janvier à Paris, c'est quand même pas surréaliste. Alors qu'on nous dit problème climatique à nouveau, le truc qui vient de Moscou. Est-ce qu'on n'est pas vraiment dans la peur et dans l'incantation sur le changement climatique? C'est ce que dit Chantal. Et je pense qu'on aura bientôt des journaux télévisés qui consacreront 15 minutes au climat. Il fait froid en hiver. Ouais. Ça, c'est un scoop. Ça, c'est un scoop. Bon, en ce moment, tout ce qui vient de Moscou et de Russie, ça fait peur, de manière générale. Mais peut-être pas effectivement le froid. Et je pense que je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. On est toujours à s'affoler. Je pense qu'il faut qu'on retrouve un peu de courage, de sérénité, de sang-froid, d'analyse des choses en fonction des données que l'on a. Mickaël, on va vous faire réagir dans un instant. 0826 300 300. Chantal qui nous appelle de Narbonne, notre retraitée du jour. Et Chantal voulait faire une proposition intéressante. Au sujet donc toujours de ma... C'est ça, des 2 €. Des 2 €, ouais. Pour les urgences. En fait, vous voulez... Parce que si vous voulez, il me semble que si on rétablissait ne serait-ce que cette mesure, ça ferait rentrer de l'argent à l'hôpital qui permettrait peut-être d'acheter au moins un petit peu de matériel, puisqu'on sait que dans les hôpitaux, ils en manquent. Ma fille est infirmière, donc était infirmière et je sais que c'était le cas. Donc, il manquait énormément de matériel et donc il fallait contacter les services. Il y a des pertes de temps. Enfin, c'est tout en galère. Et donc, moi, je suggérais que je vois pas pourquoi on ferait pas payer un droit d'entrée, ne serait-ce que la modeste somme de 2 € systématiquement quand les gens vont se rendre aux urgences. Oui, ça permettrait à l'hôpital. Peut-être d'y aller moins pour n'importe quoi, c'est ça que vous voulez dire. Et je voulais dire que ça éviterait peut-être la bobologie et puis éviter de faire l'avance, vous voyez, parce que les gens refusent d'aller chez le médecin pour ne pas faire l'avance. Alors qu'ils sont remboursés comme tout le monde. Bien sûr. Pas de problème. Mickaël Sadoun, bonne proposition. Alors, je suis pas contre la philosophie de cette proposition, mais je vois mal comment elle pourrait s'appliquer, surtout dans des situations qui, par nature, sont des situations d'urgence. Ensuite, sur la question du réchauffement climatique et de l'affolement médiatique en ce moment,
Oui, je suis d'accord, il y a une manière de traiter le problème, mais je ne suis pas non plus à relativiser l'effet de serre, qui est un phénomène scientifique prouvé, qui existe, parce qu'en effet, il y a des variations de la météo. Mais encore une fois, ne pas confondre météo et climat. C'est d'ailleurs les experts du climat qui nous le disent, mais c'est eux en même temps qui réagissent sur la météo en ce moment. Donc bon, ça devrait s'appliquer aussi. Ma chère Chantal, vous restez avec nous, vous bougez pas. On revient dans un instant, vous allez pouvoir jouer contre nos vraies voix au qui c'est qui l'a dit. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le premier de l'année. Ouais, le premier. Et ça existe encore. Oui, ça existe encore. Oui, oui, monsieur. Et on a peut-être une solution à vous apporter, vous allez voir, qui devrait vous agacer un petit peu, mais nous, ça va nous amuser avec Philippe David. On vous a réservé la surprise. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu, le réquisitoire du procureur. On parle de quoi avec vous, Philippe? Alors, quel que soit le Premier ministre qui va venir, peut-être Elisabeth Borne, après tout est possible, la manière dont le remaniement a été perçu, a été géré, c'est toxique. On en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Quel plaisir de vous retrouver en ce lundi 8 janvier. Déjà, mois de janvier, c'est fou, hein, ça court vite. Hein. Ça va très vite. Vous savez que Jacques Anquetil aurait eu 90 ans aujourd'hui. Et Elvis Presley, 89. Ouais. C'est intéressant ce que vous me dites. C'est qui ces gens? Elvis Presley, il était cycliste et Jacques Anquetil était chanteur. C'est-à-dire qu'il y a certains qui attendent le nom du nouveau Premier ministre et Philippe, il balance des trucs dingues. Bah non, parce que j'aimais les deux. Mais des scoops de gueudin. Ouf. En tout cas, ravi de vous retrouver. 0826 300 300, les vraies voix. Ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger qui est avec nous, Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID et ancien député, et puis Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on? On va parler d'Emmanuel Macron qui se déguise en boxeur quand les autres parlent remaniement. Et oui, chacun ses priorités. Du début demain du procès aux assises de 3 policiers 7 ans après l'affaire Théo. Et puis près de la moitié des 16-24 ans ne savent pas quand a eu lieu par exemple la Révolution française. En 3 mots, ça donne boxeur, séquelles et lacunes. Merci, on vous accueille dans un instant. En attendant, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Vous allez faire un réquisitoire digne de Jacques Offenbach, puisque vous parlez de remaniement d'opérette. Ah, pas mal. Non, j'ai dit ça, moi. Hein? Oui, c'est ce qu'il y a écrit. Mais j'avais parlé de simulacre, mais peu importe. Vous avez amélioré mon propos, mon cher Philippe. Ça montre que le grand-père a des qualités que le prédécesseur n'avait pas. Mais plus sérieusement, là, je ne discuterai pas de la prévision du Premier ministre. Hein. Comme l'a très bien dit Mickaël, tout est possible avec Emmanuel Macron, même que Elisabeth Borne reste. Mais je trouve que depuis quelques jours, je trouve que j'ai le sentiment qu'on est dans une démocratie purement formelle. Voilà un président qui, avec une forme de sadisme républicain, nous fait attendre une décision qu'il a annoncée. Les ministres sont dans l'angoisse. La première ministre, n'en parlons pas. Les citoyens sont larmes aux pieds, ils attendent, traités comme des enfants. Je considère que ça n'est plus de la République véritablement, et ça détourne encore davantage les citoyens de la chose politique. Et donc voilà, c'est un point de vue, je trouve que, comme l'a dit Sophie Coignard dans Le Point, c'est assez toxique comme méthode. Jean-Michel Fauvergue et Mickaël Sadoun courent. Oui, Philippe, j'entends bien, mais est-ce que nous ne sommes pas pris nous-mêmes à nos propres pièges? Parce que c'est nous qui commentons ça, c'est les journalistes, c'est nous-mêmes, etc. Et c'est nous qui faisons monter un peu cette tension-là. Le président de la République est dans son rôle. Mickaël Sadoun? Je vais être d'accord avec les deux. En même temps, évidemment, il y a une utilisation de la communication et une espèce, d'artifice qui n'est pas digne, je trouve, du rôle du chef de l'État. Mais d'un autre côté, il ne tient qu'à nous de ne pas le commenter. Emmanuel Macron sait qu'il joue avec les médias. Il aime avoir ce rôle de maître des horloges. Moi, je trouve que c'est pas très compliqué quand on est le chef de l'État d'être le maître des horloges. Mais voilà, il revient à nous aussi de se concentrer sur les problèmes essentiels du pays. On a vu, et Félix Mathieu en a parlé, comme par exemple la vidéo de Macron avec des gants de boxe sur l'épaule a fait parler. On va en parler. Sincèrement, pour moi, ça relève du micro-détail. On devrait même pas... Évidemment, ça va être intéressant. Mais moi, en tout cas, je vois pas pourquoi on en parlerait. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu.
Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont boxeur, séquelles et lacune. Eh bien oui, justement, plus important que le remaniement à 200 jours des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron, déguisé en boxeur, vous conseille de faire au moins une demi-heure de sport par jour, si possible. Des séquelles à vie pour Théo, touché au rectum par une matraque lors de son interpellation en 2017. 3 policiers comparaissent pour violence demain mardi aux assises. Et puis des lacunes en histoire chez les jeunes Français. Près de la moitié des 18-24 ans ne sauraient pas dater, par exemple, le début de la Révolution française. Les vraies voix Sud Radio. L'art de l'esquive, alors que tout le monde parlait remaniement ce lundi matin dans les ministères, Emmanuel Macron est venu parler sport. Il a enfilé les gants et le maillot de la Fédération française de boxe. Il a pris la pose devant un sac de frappe. Vidéo publiée sur les réseaux sociaux à 200 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques. L'occasion de vanter les Jeux les plus décarbonés de l'histoire. Des JO paritaires, dit aussi le chef de l'État, autant de sportives que de sportifs. L'occasion également d'inciter ses compatriotes à se bouger. C'est dans 200 jours, ça commence maintenant. Alors pour ça, on a une grande cause nationale cette année, c'est le sport. Le sport à l'école, vous savez qu'on a mis les 30 minutes de sport obligatoires pour tout le primaire, on a mis plus de sport au collège, et je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport. J'espère plus si vous le pouvez, mais au moins 30 minutes par jour. Parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour plein de choses. Et c'est une manière aussi d'avoir des jeux qui resteront dans nos pratiques de chaque jour. Vive les Jeux Olympiques et Paralympiques, et rendez-vous très vite. À bientôt. Et oui, comme il disait avant, la République en marche. À bientôt, lance donc Emmanuel Macron ce lundi matin, quelques heures avant de recevoir Elisabeth Borne à l'Elysée dans l'après-midi. La première ministre qui pourrait ne plus l'être pour longtemps, alors que le nom de Gabriel Attal est sur toutes les lèvres ce soir. On en reparle dans quelques instants dans le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. C'est vrai que c'est une façon de faire diversion, Philippe Bilger, peut-être. Oui, annoncer que le sport va être la grande cause nationale cette année, c'est pas une nouvelle bouleversante. Il nous a annoncé un grand nombre de causes nationales, mais je serais curieux de savoir que si tous les sports sont visés, parce que moi je suis prêt à faire une demi-heure de sport dans la journée à n'importe quelle heure. C'est bien. Le sport en chambre n'est pas compté dans les sports Philippe Bilger. Est-ce que c'est pas programmé aux Jeux Olympiques? Non, absolument pas. Une petite réaction? Non, bon, non. Okay. Bon, allez, deuxième mot. Allez, deuxième mot, le mot séquelles. 7 ans après l'affaire Théo, 3 policiers comparaissent aux assises à partir de demain. Un procès pour violence dans cette affaire qui avait embrasé le pays à la fin du quinquennat Hollande. Aujourd'hui, âgé de 28 ans, Théo garde des séquelles à vie de son interpellation à Aulnay-sous-Bois, grièvement touché à l'anus par une matraque télescopique. Le président Hollande s'était rendu à son chevet. 1 an après, le jeune homme disait en vouloir non pas à toute la police, mais à certains policiers. C'est la police qui doit s'occuper des mauvais policiers. C'est pas ni aux avocats ni à nous. Parce qu'on n'a pas le pouvoir, on n'a pas leur connexion. Aujourd'hui, eux, les bons policiers, parce qu'il y a beaucoup de bons policiers, j'en ai beaucoup croisés. Il faut qu'ils se lèvent et qu'ils s'assemblent ensemble et qu'ils aillent voir les mauvais policiers pour leur dire arrêtez de servir notre profession ou sortez d'ici. Il y a des bons policiers qui ont été pris à part à cause des mauvais policiers. C'est soit on enlève les mauvais policiers de la police et tout le monde est content, ou soit ça va continuer comme ça pendant longtemps. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est les policiers qui doivent aller voir les autres policiers pour leur dire de faire leur travail correctement. Théo s'exprimait ici en 2018 chez nos confrères de BFM TV. Ce matin sur CNews, l'avocat du principal policier accusé, Thibaut de Montbrial, déplorait les dimensions prises par cette affaire. Personne ne conteste le drame absolu vécu par Théo, quels que soient les actes de rébellion et les violences qu'il a commises contre les policiers. Ça ne méritait pas de telles conséquences pour lui. Mais encore une fois, l'enjeu, c'est la légitimité et la proportionnalité du geste. Mais en tout cas, on est descendu de bien des étages par rapport à l'hystérie du début de l'enquête, où ce policier a été présenté comme un violeur, ce qui n'a jamais été le cas. Songez que le parquet n'a jamais voulu poursuivre pour viol. C'est le juge d'instruction qui, pour des raisons qui lui appartiennent, a décidé ce qualificatif qui a été amplifié dans un premier temps par Théo et ses avocats, ce qui les permis de regretter. Ce dossier n'aurait pas dû prendre cette ampleur. Le procès va donc débuter demain mardi aux assises de Seine-Saint-Denis. Juste un petit mot peut-être, Jean-Michel. Julien Fauvert, l'ancien policier, très court. Oui, j'écoutais avec attention ce que disait la victime. Je rappelle à tout le monde que les policiers sont pas lâchés sur la voie publique comme ça. Il y a un contrôle, il y a une hiérarchie, il y a un contrôle fait par la hiérarchie déjà. Ça, c'est le premier contrôle. Le deuxième contrôle, il est fait par l'IGPN. Et je rappelle que les policiers sont l'administration la plus contrôlée en France. Loin devant toutes les autres administrations, la justice, l'enseignement, etc. Troisième mot.
Pardon, et qu'on vienne pas dire que la police bénéficie d'une quelconque impunité. Ah ben non. Troisième mot, lacune. Un sondage OpinionWay suscite l'inquiétude quant au niveau des jeunes Français en histoire. Quand a débuté la Révolution française? Seul un peu plus de la moitié des 16-24 ans interrogés savaient répondre 1789 à cette question. 46% des jeunes sondés ne le savent pas. Ils sont 6 sur 10 à ne pas dater la chute du mur de Berlin, 1989, ou bien 18% à ignorer ce qu'est la Shoah, l'extermination des Juifs pendant la guerre. Des lacunes en histoire, eh bien pas étonnant, réagit Richard Fremder, historien et producteur d'émissions et de podcasts sur l'histoire. Pas surpris une seule seconde. Moi, je prends souvent des jeunes de 3e pour les stages de 3e, etc. Et j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses qui m'ont beaucoup surpris. Vous parliez de la Révolution française, quand j'ai posé la question sur qu'est-ce que c'est que le 14 juillet, parce qu'on préparait des émissions, des chroniques sur les jours fériés. Ils m'ont dit, c'est un jour férié, c'est la fin de la guerre. Alors la deuxième, non. La première, non. Ben voilà, ils ne savent pas. 3e, des jeunes de 3e. 14 juillet, autrement dit, la prise de la Bastille et puis la fête de la Fédération aussi un an plus tard, en 1790. L'historien Richard Fremder, ce matin, c'était au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Merci beaucoup, Félix Mathieu. C'est une info qui tombe à l'instant. La disparition d'une légende du football, Franz Beckenbauer, le champion du monde, un des trois hommes qui ont été champions du monde comme joueur et comme entraîneur, vient de décéder à l'âge de 78 ans. Petite réaction, peut-être. C'est un très grand joueur et d'une élégance rare. Je me souviens des matchs à la télévision. J'ai rarement vu un être aussi élégant dans son jeu. En tout cas, vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur cette possible succession de Gabriel Attal qui prendrait, en tout cas la succession d'Elisabeth Borne à la tête du gouvernement, moins de 6 mois après avoir été nommé ministre de l'Éducation nationale. On va en poser cette question. Est-ce qu'il pourrait être un bon ministre selon vous? Vous dites non en majorité. Et Andrea Cotarac est avec nous, porte-parole du Rassemblement national. Bonsoir, merci d'être avec nous. Juste petite question avant de partir en pub. Comme l'avait dit Raphaël Glucksmann, est-ce que quel que soit le Premier ministre, finalement, le Premier ministre restera Emmanuel Macron? Ça ne change rien, mais M. Glucksmann doit l'analyser. Et ça change pour les Français. Macron est dos au mur, les résultats ne sont pas au rendez-vous, et c'est 3 semaines de perdu pour des Français qui attendent de l'action. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300. On vous accueille au standard jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous prévient, les vraies voix du mois de janvier sont extrêmement dynamiques, extrêmement au taquet, extrêmement reposées et extrêmement, construits. Oui. C'est ça. Spirituel. Enfin voilà, tout voilà. De certains. On sent qu'il y a un vent nouveau qui souffle. Pas que gouvernement. Ici, il y a un vent nouveau qui est là. Philippe Bilger est avec nous. Oui, c'est ça. Avec Michael Sadoun. Un nouveau qui n'est pas de fraîche date. Et Jean-Michel Fauvergue. On vous souhaite la bienvenue ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je pense qu'un changement est nécessaire. On a atteint la fin d'une séquence. Et je pense que c'est pas plus mal qu'il change cette équipe de bras cassés en grande partie. À chaque fois que Emmanuel Macron est en difficulté, il remanie le gouvernement. Écoutez, ça agite la classe politique macroniste, mais franchement, les Français s'en moquent. J'ai un scoop pour vous. Je connais le nom du Premier ministre, Emmanuel Macron. Et son ministre de la Défense, ce sera Emmanuel Macron. Son ministre de la Culture, ce sera Emmanuel Macron. Parce que soyons clairs, ça ne changera rien. Et donc, remaniement ou pas, les bruits vont bon train depuis ce week-end sur un changement de gouvernement, voire du Premier ministre. Emmanuel Macron va-t-il garder Elisabeth Borne à Matignon? Un nom se démarque depuis une heure, celui de Gabriel Attal, qui pourrait devenir le plus jeune Premier ministre de l'histoire de France. On attend la confirmation ou pas, Philippe? Et pour vous, est-ce que Gabriel Attal est le meilleur postulant de la majorité pour Matignon? Est-ce qu'il peut redonner d'ailleurs un nouvel élan à la majorité? Est-ce que ça a un sens aussi de garder un ministre de l'Éducation, poste hautement stratégique, 5 mois et demi? Attal vient de la gauche. Est-ce que c'est un recentrage s'il était nommé pour la politique du gouvernement? Matignon, c'est le cimetière des ambitions présidentielles. Est-ce que ça peut être une rampe de lancement pour Gabriel Attal? Vous vous posez des questions, vous voulez nous les poser? Appelez-nous au 0826 300 300. Et pour le moment, vous dites à 80% que non, à Gabriel Attal ne pourrait pas être un bon Premier ministre. Et pour en parler, Andrea Cotarac est avec nous, porte-parole du Rassemblement national. Bonsoir, merci d'être avec nous, Philippe Bilger. D'abord, remaniement, oui ou non, et ensuite changement de Premier ministre.
Alors, comment dire ? D'abord, j'ai bien conscience dans les discussions aux vraies voix d'être relativement immature sur le plan des convictions politiques et d'être pas seulement là-dessus. Non, et d'être c'est bien de le reconnaître. Trop attaché à la forme. Je pense que déjà sur ce plan-là, Gabriel Attal, s'il était nommé, représenterait un changement radical. Je parle de la forme par rapport à Elisabeth Borne, de la même manière qu'il a bénéficié du contraste avec la catastrophe suffisante et insuffisante qu'était Pape Ndiaye. Mais une fois qu'on a parlé de la forme, j'irai plus loin. Peut-être ai-je un faible pour lui, mais je pense qu'il peut apporter une sorte de vent frais, d'air neuf, qui n'est pas complètement indifférent à la chose politique dans ses profondeurs. Et il me semble que si c'était lui, pour une fois, ce serait relativement bien joué de la part du président de la République, alors avec les joutes, les rapports de force qui, évidemment, se développeraient pour 2027. Mickaël Sadoun. Moi, sur la forme, je ne suis pas en contradiction totale avec ce que vient de dire Philippe. Évidemment, Gabriel Attal est un des rares ministres de la Macronie qui n'a pas trop fait de faux pas depuis son arrivée, depuis sa nomination par Emmanuel Macron, alors qu'il est quand même arrivé jeune. On peut lui en faire grâce. Par contre, sur le fond, ça n'acte pas un changement de ligne politique. En plus, je trouve que, franchement, Gabriel Attal jouit d'une popularité qu'il ne mérite pas. Sincèrement. Parce que ses prises de position dans l'éducation nationale sont relativement consensuelles. Que ce soit sur l'abaya ou sur le fait de remettre les savoirs fondamentaux au centre de l'école, je veux dire, ça fait quand même des années que Marine Le Pen ou Éric Zemmour le disent. Quand c'est eux qui le disent, c'est un peu moins sexy. Bon, ça, il faut le reconnaître. Mais, les élites saluent Gabriel Attal parce qu'ils avaient honte de voter pour Éric Zemmour et Marine Le Pen pendant toutes ces années. Moi, je pense sincèrement qu'il y a de ça. Dès qu'une prise de parole politique un petit peu courageuse est prise soit par la majorité, soit par les Républicains, soit par un parti dit républicain, les élites sautent sur lui en disant « Ah bah ça y est, enfin quelqu'un le dit ». Bon ben d'accord, mais en fait ce qu'il disait, tout le monde le dit depuis 10 ans, 20 ans. Par ailleurs, la difficulté au ministère de l'Éducation nationale, ça n'est pas de dire les choses, c'est ensuite de les implémenter, de les faire faire. Ah oui, ça c'est un autre sujet. D'où le nom de mammouth. Et sur ce plan-là, Gabriel Attal n'a pour le moment rien prouvé. Les professeurs ont encore une conception libérale de la laïcité et ça va être très difficile d'implémenter toutes les mesures qu'il veut implémenter. Jean-Michel Fauvergue. Sur la nécessité d'avoir des têtes nouvelles et de repartir sur des choses un peu plus dynamiques. Bien évidemment que c'est une nécessité. En plus, on a eu quand même quelques ministres qui ont eu la sensation qui ont eu l'envie de démissionner et qui sont pas allés jusqu'au bout de leur démarche. Ça permettra en faisant un changement de leur donner raison et de les écarter. Ça a été assez énervant. Je reviendrai là-dessus d'ailleurs tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur avoir quelqu'un de jeune, de dynamique, quelqu'un qui a, moi je pense, implémenté assez rapidement au ministère de l'Éducation nationale. Effectivement, tout le monde disait l'abaya, faut arrêter. Enfin, tout le monde disait, sauf ceux qui avaient le pouvoir. Lui, il avait le pouvoir, il l'a fait. Et à un certain moment, ça prouve quand même qu'il y a des choses importantes. D'autres l'ont dit, effectivement aussi. Mais bon, soit ils n'avaient pas le pouvoir et ils n'ont pas pu le faire. D'une manière qui n'était pas sexy. C'est ça que je le disais. Oui. Une voix dissonante avec nous. Andrea Cotarac, vous êtes porte-parole du Rassemblement National. Est-ce que finalement, nonobstant le peu de mérite que lui trouve Mickaël Sadoun, Gabriel Attal, la marque qu'il a laissée en 5 mois et demi rue de Grenelle, c'est pas le meilleur postulant pour la majorité? Mais moi, je vous rejoins. C'est-à-dire que Gabriel Attal est populaire quand il reprend des propositions du Rassemblement National. Quand il interdit l'abaya, paf, il devient populaire. Quand il fait un semblant de mener une guerre à l'islamisme, paf, il est populaire. Quand il explique qu'il faut revenir sur les savoirs fondamentaux au vu des résultats catastrophiques du classement PISA, de dégringolade du savoir dans les questions, il est populaire. En réalité, là où par contre je ne suis pas d'accord, c'est que on voit quelqu'un qui a un visage un peu poupon, jeune, on dit paf, c'est le renouveau, bravo Emmanuel Macron. C'est faux. De quoi parle-t-on? Gabriel Attal, il faisait partie de la fameuse bande de Poitiers. Vous savez, où il y avait Monsieur Houillet, où il y avait Monsieur Séjourné. C'était les premiers fidèles, ceux qui ont fait exploser le mouvement avec des ralliements à tout va. En réalité, aujourd'hui, c'est l'inverse.
on a une Macronie qui est bunkérisée autour de ses plus fidèles et anciens soutiens. C'est une Macronie fatiguée et en fin de règne. C'est l'exact inverse, contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue. Vous avez vu Daudigné, Philippe. Oui, non, mais parce que évidemment c'est tout à fait intéressant. C'est vrai, pour les origines, personne ne doute des origines de Gabriel Attal, qui vient de la gauche, qui est socialiste, qui s'est construit un destin sans jamais cacher son ambition. Mais la grande différence avec beaucoup de médiocres, c'est que son ambition est plausible. Deuxième élément, et là, Michael, je ne suis pas totalement de votre avis et non plus du vôtre, ça n'est pas par rapport au programme du Rassemblement national qu'il faut comparer ce qu'il a fait en 5 mois, c'est par rapport à la frilosité, par rapport à l'éducation nationale dans son propre camp. Oui. Non, Pape Ndiaye vous me direz, il est facile de briller quand on a un ministre suffisant et discutable avant, mais je crois que dans son camp, il représente un espoir. D'accord. Oui. 0826 300 300, bougez pas, Jean-Michel Fauvergue, ce sera à vous dans un instant. Chantal qui est avec nous, notre auditrice. Chantal, une réaction peut-être sur Gabriel Attal ou sur le remaniement en général? Le remaniement, de toute façon, je pense que dans tous les cas, ça va pas changer quelque chose. On a beau sortir un miracle, ça sera pas. On prend les mêmes et on recommence. Ça va pas changer grand-chose. Et j'adhère tout à fait à ce qui a été dit précédemment. Et je pense qu'il est très jeune, certes, mais bon, un ministre qui est là depuis 4 ou 5 mois dans un poste, si à chaque fois on les change, comment voulez-vous que ça puisse apporter un résultat? Et je trouve que tout ça, c'est voilà, on brasse, on recommence, mais ça changera strictement rien. Et là, on a besoin de gens qui aient le courage de monter au créneau et de faire vraiment des réformes. Donc, tant qu'on n'en aura pas, voilà. Et le peu bien sûr qu'il a été obligé de quand même prendre des mesures en ce qui concerne la Baïa, en ce qui concerne 2-3, parce que quand on voit la catastrophe qui se passe, enfin l'ambiance qu'il y a dans les écoles maintenant, les problèmes, les professeurs qui sont donc agressés en permanence. Enfin, bon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive, qu'il y ait quand même un peu de poigne, pour pas dire autre chose, et que ça change. On a besoin de gens qui quand même aient le courage de monter au créneau. Donc là, on a un gouvernement qui de toute façon passe son temps. Enfin, je trouve, moi, je suis très dur, mais si vous voulez, on se croirait en royauté. Non, mais parlons vrai, Chantal. C'est le principe de Sud Radio. La royauté est terminée et il y en a assez d'entretenir tous ces gens. Je suis désolée, moi, je n'ai aucune appartenance à aucun parti politique. Mais vous auriez aimé qui, vous, Chantal, en Premier ministre ou en Première ministre? Je virerais les 3/4 et je reprendrais des gens neufs, du 109. Ah, d'accord. Donc, voilà. Okay. Parce que tous ces gens-là, c'est copinage à tout niveau, magouille, et il y en a ras-le-bol. Mais c'est qui pour vous les exemplaires qui sont bons? Alors, Attal sort peut-être du lot. Chantal. Alors attendez, Jean-Michel, oui. Un nom peut-être. Elle dit qu'Attal sort du lot quand même. Ah bon, d'accord. Okay. Jean-Michel Fauvergue. Là où je suis, alors je suis pas tout à fait d'accord sur tout ce que nous dit l'auditrice, mais là où je suis assez d'accord avec elle, c'est que dans un gouvernement, mais quel qu'il soit, que ce soit celui maintenant ou les gouvernements d'avant, on retient 2-3 noms maximum, 2-3 noms maximum. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a 2-3 personnes qui incrémentent et qui frappent l'opinion publique, qui incarnent naturellement et aussi, qui incarnent et voilà, et qui ont un certain charisme. Et voilà, là on retient Darmanin, on retient le ministre de la Justice éventuellement, on retient Attal. Voilà, on a le Bruno Le Maire, etc. On retient 2-3 noms et c'est vrai que ça donne l'impression que les autres font rien. En fait, en réalité, je pense qu'ils bossent et enfin, j'en suis sûr. Mais c'est vrai que il est intéressant aussi d'avoir ces locomotives là et ces locomotives. C'est comme dans une équipe de cyclistes. Vous prenez celui qui vous tire, celui qui arrive à vous tirer, ça vous permettra de gagner le tour ou de gagner l'étape. Donc à un certain moment, effectivement, il faut prendre les meilleurs et les mettre là où ils sont le mieux. Andrea Cotarac. Non mais c'est très bien la locomotive, mais tout dépend où elle va. Dans quel sens? Enfin, je veux dire, Monsieur Attal ne va pas changer grand-chose. Quand il était porte-parole du gouvernement pendant la crise du Covid,
il a supprimé des lits d'hôpitaux, il n'y avait pas de problème. L'année dernière, ça a continué, 9600 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés. Je veux dire, c'est la Macronie, c'est la locomotive de la Macronie. Donc, c'est bien d'avoir une locomotive active qui va très vite, mais si elle va dans le mur, c'est pas terrible. Chantal parlait de l'école, elle a raison, il y a un constat évident. Un professeur sur 2 qui s'autocensure pour parler de laïcité, 2 professeurs assassinés par des terroristes islamistes. Enfin, je veux dire, c'est une évidence de vouloir mettre un stop à cela. Mais c'est pareil dans beaucoup de domaines régaliens. Je parlais des hôpitaux, c'est pareil dans la sécurité, c'est pareil dans tous les domaines régaliens, et je pense que la locomotive macroniste va droit dans le mur. Mais si on parle de Gabriel Attal comme possible Premier ministre, je vous trouve un petit peu injuste, parce qu'enfin, on ne peut pas le rendre comptable de l'ensemble d'une politique du gouvernement. À partir du moment, dans les postes qu'il a occupés, il me semble avoir changé les choses. Vous me direz, porte-parole, c'était facile par rapport à celle qui précédait. Au budget non plus, il n'a pas fait une grande réforme particulière. Mais je veux dire, là où il est passé, lui, en tant que ministre, il a réussi. De mon point de vue. Il pourra peut-être répondre. En tant que Premier ministre, il est possible qu'il manifeste les mêmes qualités, me semble-t-il, qu'à l'Éducation nationale. Alors, moi, mais à mon âge, j'ai encore la faiblesse d'être terriblement naïf. Non, mais j'espère. Non, mais tu as raison, Philippe. Moi, je déteste préjuger. En même temps, il a réussi quoi en 4 mois? C'est ça la question. Pour le moment, il a eu des prises de parole qui, en effet, étaient salutaires et étaient rares pour des ministres de l'Éducation nationale. Il faut attendre maintenant les effets. Mais c'est surtout que, encore une fois, pour dire les choses dans l'éducation nationale, c'est relativement consensuel. Quand il a parlé de la Baïa, franchement, même Mélenchon n'a pas osé dire tant de choses que ça. Il s'est rapidement calmé sur le sujet. Et aujourd'hui, il n'en parle plus. Et d'ailleurs, personne ne lui reproche aujourd'hui. C'était archi populaire et archi consensuel. Maintenant, s'il veut aller au bout des choses en coordonnant différentes politiques, la police, la justice, l'immigration, en ayant les mêmes paroles de fermeté qu'il a eu comme ministre de l'Éducation, là, ça va lui demander beaucoup plus de courage par rapport à son passé politique. Est-ce qu'il sera capable de se mettre à dos tous ses anciens amis du PS? Est-ce qu'il sera capable vraiment de se mettre dans un risque social par rapport à ce qu'il pense? Parce que quand il abordera la question de l'immigration, s'il est Premier ministre, là, ça va commencer à chauffer pour lui. Je pense qu'à un certain moment, il faut arrêter, en politique comme ailleurs, à partir du moment où les choses sont faites et sont réussies, et que les prédécesseurs ne les ont pas faites et par conséquent ne les ont pas réussies, et à partir du moment où les choses sont faites et sont réussies, il faut arrêter de dire bon, c'était un peu facile, parce que c'était pas facile du tout. C'était pas facile du tout dans cette ambiance de prendre ces mesures-là. Donc il les a prises, il les a réussies. Rendons-lui hommage pour ça. Et si les premiers ministres de demain, eh bien, on verra au résultat. Mais arrêtons de penser que effectivement, on devrait aller directement dans le mur parce que non, peut-être il y a une dynamique qui va peut-être s'instaurer, et c'est ça qui est important. Peut-être. Est-ce que ça va se changer quelque chose finalement, ce remaniement, si toutefois il y a remaniement? Écoutez, sous la Macronie, qu'est-ce qu'on peut espérer finalement? Sous la Macronie, je crois qu'on a vécu 4 ou 5 gouvernements déjà depuis 2017. Qu'est-ce qui a réellement changé? Y a-t-il une véritable rupture lorsqu'on a changé de Premier ministre? Alors il y en aura peut-être une, c'est que M. Attal pourra répondre sans fiche aux députés lors des questions gouvernement. Ça c'est vrai, je vous le reconnais. Pour le reste, je veux dire, tous les feux sont au rouge. Aujourd'hui, tous les feux sont au rouge, et ça n'a pas empêché M. Attal de participer à ces gouvernements, de porter la parole de ce gouvernement, de féliciter la parole de ce gouvernement. Et d'ailleurs, il sera peut-être, on ne sait pas encore, remercié par Emmanuel Macron en le nommant Premier ministre. C'est encore une fois une Macronie qui est en fin de règne. C'est une équipe resserrée autour du chef de l'État qui continuera dans sa politique qu'on connaît maintenant depuis presque 10 ans. Allez, on ne peut pas dire que Sacha Ollier était dans le bunker macroniste depuis quelque temps. Allez, Philippe Bilger. Là où je vous trouve très injuste tout de même, c'est que on discute d'une personnalité qui a un passé politique et qui a démontré depuis 6 mois, et là je ne vous rejoins pas, c'est pas que du verbe ce qu'il fait. Je ne parle pas de la Baïa, je parle des sanctions lors des minutes de silence, un certain nombre de choses, et donc... il me semble que vous avez une sorte d'hésitation à reconnaître que, exceptionnellement, dans ce gouvernement, il y a quelqu'un qui suscite des enthousiasmes, voire des adhésions bien au-delà de son propre camp, et d'ailleurs du côté du Rassemblement national. Et en ce qui concerne les fiches, même dans les oppositions les plus dures, les leaders parlent avec des fiches. On l'a déjà vu. Le Premier ministre, vous savez comme moi, vous avez regardé comme moi les questions au gouvernement. Marine Le Pen a des fiches.
fiches souvent. Non, mais l'attitude de Madame Elisabeth Borne, répétant la même chose, lisant, ne sachant même pas apparemment ce qu'elle lit sur ses fiches, c'est quand même un niveau rarement vu sous la Ve République. C'est comme si vous compariez un animateur médiocre avec Philippe David. Merci beaucoup Andrea Cotarac d'avoir été avec nous, porte-parole du Rassemblement National. Vous restez avec nous dans un instant, on va jouer avec Chantal qui est avec nous face à nos éditorialistes du jour, à Philippe Bilger avec Michael Sadoun et Jean-Michel Fauvergue. Le qui c'est qui l'a dit dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Merci de votre fidélité depuis ça va bien faire 2 ans, un an et demi. On a commencé ensemble fin août 2022. Il était quelle heure ? 17h. Ah bah je ne sais plus. C'est le temps de l'émission. Avec nous Philippe Bilger, Michael Sadoun et Jean-Michel Fauvergue et Chantal qui est avec nous. Chantal, tout va bien ? Tout va bien, je vous remercie. Allez, on est parti. Tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors Chantal, je vous rappelle le principe de ce qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu, c'est-à-dire que vous répondez en premier, et puis si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont les vraies voix qui répondent à votre place. Et nous avons ajouté une petite subtilité cette année pour les points. Il y aura donc des questions à 1 point, à 2 points et à 3 points. Voilà, on vient de le décider à l'instant avec Philippe David. Non, ça complique pas. Ça permet pour ceux qui gagnent beaucoup ils peuvent répondre à 2 questions ou à une question et gagner 3 points et gagner le jeu. C'est ça qui est intéressant. Non, vous étiez pas c'est la surprise. C'est la surprise du chef. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? C'est pas possible, il n'y a pas de pénalité, ma chère Cécile, pour ceux qui parlent les premiers. Peut-être. Ça peut arriver en cours de jeu. Allez, on gagne du temps. Et Chantal, écoutez bien cette question. C'est une question qui c'est qui l'a dit de 2 points. Oula. À propos de Pierre Moscovici, le comportement normal politique voudrait qu'il s'en aille. C'est une femme. Commencez pas à donner des indices, c'est une question à 2 points. Il y a beaucoup des femmes en politique. Non. C'est une femme ? Oui, c'est une femme. Blonde. Attendez. Allez. Pas de réponse, dites quelque chose, Chantal. Vite. Marine Le Pen. Non. LR. Oui, bien, elle est blonde, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est elle. Allez-y, Chantal. Eh ben non. Valérie Pécresse. Non, Nadine Morano. Ah, mais bien sûr. Nadine. Allez, une question à 1 point. Écoutez bien. J'ai un scoop. Le nom du Premier ministre, c'est Emmanuel Macron. Chantal. Chantal, c'est qui, Non, c'est le nom du Premier ministre. C'est madame. Non, c'est Raphaël Glucksmann. Là, j'ai respecté la règle. Vous avez respecté. Oui, j'ai respecté. Philippe, il lève la main pour parler. C'est le seul qui est discipliné ici. Question qui c'est qui l'a dit à 3 points, ma chère Chantal. Sur Jordan Bardella, dans le top 50 des personnalités préférées des Français. Écoutez bien, ce qu'on attend d'un responsable politique, ce n'est pas d'être joli sur la photo. Alors, c'est de qui ça ? Je pose la question. C'est une femme encore une fois, vous voyez. C'est encore une femme. Oh mon Dieu. Une ministre. Une ministre, je vais dire... c'est pas Madame Borne, donc... Non. Ce serait pas Berger, non. Bonne réponse. 3 points. Agnès Pannier-Runacher. 3 points pour Jean-Michel Fauvergue. Pas mal. Qui c'est qui l'a pris au panier? La nouvelle version me va pas non plus. Ça vaut toujours aussi nul. S'il vous plaît, celle-là vaut bien 3 points. Qui c'est qui l'a dit? La loi immigration, c'est un projet qui est populaire et qui a été porté. Ce n'est pas un projet de droite. Chantal. Qui est-ce qui a dit ça C'est un homme. Un président de groupe. Mélenchon? Non, c'est Maillard. Non, c'est Maillard. Maillard, bonne réponse. Sylvain Maillard. Ouh là là, 2 fois 3 points. Fauvergue, il est fou, il est fou. C'est normal. Il est le mieux placé. C'est encore une question à 3 points. Écoutez bien, Chantal, qui c'est qui l'a dit? Je crois que tout le monde s'en fout du remaniement. C'est moi. Oui, ça c'est probable. Mais oui. C'est un député.
PS. Un député PS. Il y en a un encore. Voyons voir. Oui. Allez, la parole Olivier Faure. Non. Non. Un député PS. Il n'y en a pas beaucoup. Il s'appelle Jérôme. Jérôme Gage. Bonne réponse, encore 3 points. Oh là là. C'est notre cadeau à Jean-Michel. Une dernière réponse à 3 points. Qui c'est qui l'a dit? Il faut baisser les charges sociales, les dépenses sociales et celles de l'État. On est un État quasiment communiste. Ah. Ça, c'est dur. Ah, qui est-ce qui a dit ça? Combien de points, ça? 3 points. Ah oui, je vais répondre alors. Chantal, langue au chat? Ah ben oui. Zemmour, bonne réponse. Bonne réponse de Mickaël Sadoun. Mickaël, exactement. Ah oui, donc, bon, j'imagine que c'est une victoire à plate couture de Jean-Michel. Oui, c'est 9-3-1. Éric Zemmour qui a dit ça, Chantal. Bon, finalement, j'aime bien ce nouveau jeu avec les points. Merci beaucoup. C'est assez sympathique, mais je suis désolée, j'ai vraiment été absolument nulle. Mais pas du tout. On va leur faire un contrôle antidopage, on va voir. Pas du tout, Chantal, vous avez été très bien. Philippe partage cette nullité avec vous. Voilà, comme ça vous êtes moins nul, Chantal. Vous êtes très bien, vous êtes parfaite. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Dans quelques instants, on fait une petite pause, bien entendu. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous, Jean-Michel Fauvergue, on parle de quoi ? On parle de l'inconsistance et le manque de courage de nos élites sportives, politiques, culturelles. Avec vous, Philippe Bilger. Les délires de François Burgat, islamologue. Et avec vous, Mickaël Sadoun. On va parler de l'éventuelle nomination de Gabriel Attal. On en parle dans un instant. 0826 300 300, c'est votre émission. Bien entendu, c'est votre numéro de téléphone. Parlons vrai, on vous accueille jusqu'à 19h. C'est les vraies voix Sud Radio. À tout de suite. Merci d'être avec nous, les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David, mais pas que, puisque nous sommes bien entourés encore ce soir. Philippe Bilger est avec nous, Mickaël Sadoun est avec nous aussi, et Jean-Michel Fauvergue, et vous au 0800 26 300 300. Dans un instant, on reviendra sur peut-être ce remaniement, puisque pour l'instant, il semblerait qu'il soit confirmé. Alors oui, puisque la démission d'Elisabeth Borne et de son gouvernement a été avalisée par le président de la République, c'est tombé il y a quelques instants. Donc le gouvernement Borne, c'est terminé. Et on en parle dans quelques instants. En attendant, avec nous, Philippe, pas du tout, Félix Mathieu est avec nous. Félix, je vais y aller. Cette nouvelle rubrique qu'on a voulu mettre en place aujourd'hui sur la colère des Français, et de se dire que c'était peut-être une chambre d'écho, Sud Radio, de donner la parole au territoire et à ceux qui s'engagent et qui ont besoin d'en parler. Et cette chronique, c'est vous qui allez la porter, Félix. Avec grand plaisir. Et avec cette colère des chauffeurs de VTC à Marseille, Félix. Oui, ils ont mené des opérations escargot ce matin pour réclamer un numerus clausus. Ils estiment être trop nombreux. En tout cas, ils étaient nombreux justement ce matin sur l'A7, aux abords de la gare Saint-Charles, aux abords de la préfecture des Bouches-du-Rhône ou encore de l'aéroport Marignane. Une opération escargot, ils ont donné de la voix et du klaxon aussi pour réclamer une limitation du nombre de VTC à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Manifestation ici partagée par Marseille Actu, et avec nous pour en parler, Nicolas Pascal de l'association VTC PACA à Marseille. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Ce matin, vous étiez dans le Grand Matin Sud Radio de Patrick Roger avant ces opérations escargot. Alors, bilan des courses en fin de journée, grosse mobilisation ? Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on peut être satisfait donc de notre mobilisation. Nous avions deux cortèges différents qui partaient, un de Marseille Centre, l'autre de plan de campagne. On a pu donc saturer la circulation pour descendre sur Marseille. Le deuxième cortège est parti à notre arrivée. Donc on s'est croisés et ça a créé donc des nuisances encore une fois de circulation pour qu'on ait l'impact nécessaire pour être entendu au sujet de nos revendications. Alors vos revendications par exemple, c'est que vous êtes 5000 à Marseille, vous pourriez être plus à l'avenir, c'est beaucoup trop selon vous, c'est ça sur le fond votre problème? Alors malheureusement, aujourd'hui, en région PACA, il y a 5800 exploitants VTC inscrits au registre. On parle que des exploitants et non pas des salariés ou des personnes qui travaillent simplement en rattachement. Il y a 9000 nouveaux candidats à venir sur l'année 2024, donc divisé par 6 sessions.
Et donc, si on se réfère aux statistiques de l'année dernière, en termes de taux de réussite et de pourcentage entre les taxis et les VTC, aujourd'hui, on peut craindre que le nombre de VTC en activité soit au minimum multiplié par 2. Et vous voulez donc un numerus clausus. Ça serait finalement un peu comme la licence des taxis. Est-ce qu'on n'est pas dans le contraire de l'ADN des VTC, qui était un secteur assez libéral? On avait même inventé le terme ubérisation. Oui, mais en fait, la libéralisation, pardon, excusez-moi, comme vous dites, s'arrête où, on va dire, la rentabilité des chauffeurs disparaît. Il faut regarder la réalité telle qu'elle est. Aujourd'hui, depuis la démocratisation notamment du télétravail, nos volumes de chiffre d'affaires malheureusement ont baissé de façon plus que significative. Beaucoup de collègues sont en difficulté financière et ont du mal à payer leurs factures. Si on vient doubler l'effectif donc des VTC en activité dans notre région, notamment et de partout en France, parce qu'on attend entre 40 et 60 000 nouveaux candidats sur le plan national. Oui, c'est beaucoup quand même. Voilà. Comment voulez-vous qu'on puisse espérer s'en sortir? Donc aujourd'hui, je pense que la mobilisation a été efficace. On a bloqué des endroits stratégiques. On était un peu plus de 200 véhicules arrivés donc à l'aéroport. Je pense que notre mouvement a fait du bruit. On nous a proposé une réunion en préfecture avec une personne du cabinet du préfet que nous avons refusé parce que dorénavant, nous voulons être reçus par monsieur le préfet en personne au même titre que les autres acteurs donc du transport, notamment les taxis, ont le droit donc quand ils manifestent et parce que tout simplement c'est une personne décisionnaire et nous voulons avoir affaire à une personne qui pourra prendre les décisions dont nous avons besoin. Juste un petit mot, ça veut dire que vous allez réitérer ces bouchons ou pas du tout? Ah ben là, aujourd'hui, le fait que nous ayons refusé, nous allons redéposer donc un préavis et nous allons attendre que le préfet se manifeste. Si le préfet ne se manifeste pas, on sera obligé de se remobiliser. Merci beaucoup Nicolas Pascal d'avoir été avec nous, association VTC PACA à Marseille. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et il n'y a pas qu'à Marseille que ça va mal. On va mettre le cap un peu plus au nord en suivant le couloir rhodanien, direction Lyon, où des militants LR qui tractaient hier sur le marché Saint-Antoine ont été frappés à coups de poing par un homme qui a un sens à peu près aussi aigu de la démocratie qu'un certain Kim Jong-un, qui souhaite son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est pas la première fois que ce type de comportement a lieu dans la capitale des Gaules, puisqu'il y a 3 semaines, des militants RN, des retraités militants RN, avaient été pris à partie par un militant d'un groupuscule qui porte son nom, la Jeune Garde antifasciste, mais qui n'a l'air d'avoir d'antifasciste que le nom. Le silence médiatique dans les deux cas était assez assourdissant. On imagine si ça avait été des militants d'extrême droite qui avaient agressé des gens de gauche, on aurait eu droit au le fascisme ne passera pas et aux heures les plus noires de notre histoire. Alors rappelons que la voie publique appartient à tout le monde, que dès lors qu'on est un parti légal, on a le droit de tracter ou de coller des affiches, dès lors que c'est aux endroits réglementaire, qu'on ne doit pas être agressé. Et je tiens à dire que l'homme violent d'hier, j'espère qu'il sera sanctionné durement par la justice, et j'aimerais que Gérald Darmanin, même s'il n'est plus ministre de l'Intérieur, ou son successeur, dissolve aussi rapidement les groupuscules violents d'extrême gauche qu'il le fait pour ceux d'extrême droite, car c'est urgent, les indignations à géométrie variable, ça commence sérieusement à suffire. Merci beaucoup Philippe David. Bravo Philippe. Bravo. J'adhère totalement à tout ce que vous avez dit et notamment le 2 poids 2 mesures. On commence à en avoir assez. On en parle en tout cas et vous avez raison de nous interpeller sur certains faits et vous pouvez laisser des messages d'ailleurs 0826 300 300 si vous voulez que Félix vous accueille à l'antenne, si vous voulez parler de des choses voilà, nous on est une chambre d'écho en tout cas Sud Radio, on vous permet de vous donner la parole. Qu'est-ce qu'il y a Jean-Michel Fauvert? Non, je voulais juste parce qu'on n'a pas le temps. Ah ben, on n'a pas le temps. Voilà, c'est ça, parce que je suis en train de... Je veux juste dire 15 secondes. Que la voie publique, vous l'avez dit, appartient à tout le monde. Et la voie VOX publique appartient aussi à tout le monde. Voilà. Eh bien, vous restez avec nous. Ça valait la peine d'attendre. Ça valait la peine de casser mon lancement. Merci Jean-Michel. Vous savez quoi? On va parler hors antenne. On reviendra dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Philippe Bilger est avec nous, Mickaël Sadoun aussi, Jean-Michel Fauvergue et vous au 0826 300 300. Dans quelques instants, nous reviendrons bien entendu sur ce remaniement avec Mickaël Sadoun, puisque ça vient d'être annoncé à l'instant, en tout cas. Le gouvernement Borne a été démissionné. A priori, ça a été officialisé par tweet. Il n'y a plus personne. Ça a été un tweet d'Emmanuel Macron. Par tweet, j'allais dire. Sur Twitter, sur par un Twitter, tweet. Sur X, vous voulez dire. Ah oui, c'est X, oui, c'est vrai. Oui. C'est le président, c'est le même Emmanuel Macron lui-même. A priori, oui. Il y a même Olivier Faure qui a dit maintenant, c'est la nouvelle mode, la démission par tweet. Voilà, c'est ça. En attendant tout de suite le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité. Au contraire, on aimerait bien qu'il parle. Oui. Philippe Bilger voulait parler de l'islamologue François Burgat. Oui, alors c'est un homme qui a travaillé au CNRS, qui avait une grande réputation et qui a émis un avis, une appréciation infiniment choquante sur le Hamas, puisqu'il a considéré qu'il lui convenait de rendre hommage à sa virilité et à son honneur pour la barbarie du 7 octobre. Alors, voilà un homme qui est perçu comme un islamologue distingué et compétent. On peut tout dire sur cette terrible tragédie. On peut parler de la barbarie du 7. On peut parler des conséquences dramatiques à Gaza. On peut faire de la nuance, on peut faire de la complexité, comme notre ami Mickaël parvient à le faire, et je ne suis pas ironique là. Mais dire que ce mouvement, ce Hamas, le 7 octobre, a été une expression de la virilité et de l'honneur, c'est plus qu'une honte. Jean-Michel Fauvergue. Alors, aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que nous sommes entre le Charlie Hebdo, qui, il y a 9 ans de ça, et un jour se passer, et demain, et demain qui sera de triste mémoire l'anniversaire de l'hypercacher. Et aujourd'hui, c'est Clarissa Jean-Philippe. Aujourd'hui, c'est Clarissa Jean-Philippe, la policière municipale. D'ailleurs, je me permets, si vous le permettez, de saluer tous les policiers municipaux qui font du bon boulot. Donc, on est dans une, on a connu ça, on a connu ensuite le Bataclan, on connaît le terrorisme. Entendre des choses de ce type-là, c'est-à-dire rendre hommage à des groupes terroristes après ce qu'ils ont fait en particulier le 7 octobre, ce pogrom, ce massacre généralisé, ces horreurs-là, ça dépasse l'entendement, surtout venant d'un scientifique, on va le dire comme ça. Il y a des espèces de choses qui se passent et qui moi me surprendront toujours, et je suis d'accord avec ce que vous avez dit, Philippe, là-dessus. Mickaël Sadoun. D'abord, c'est étonnant parce que j'ai vu le profil de la personne et c'est quelqu'un qui a eu de grandes responsabilités dans le monde de la recherche, partout en fait dans le monde arabe. Il a représenté la France dans ces pays-là, donc ça donne une idée du type de représentation qu'on a à l'étranger. Ensuite, je crois qu'on s'est trop habitué au discours de la gauche qui a réussi à infuser finalement et qui consiste à renvoyer le gouvernement de Benyamin Netanyahou qui a ses torts et dans lequel il y a des gens que je réprouve totalement. Et le Hamas, qui pour le coup n'est même pas sujet à la discussion politique. Moi, je veux bien qu'on accepte dans le débat démocratique un certain nombre de contradictions. Mais quand on parle d'une organisation qui fait peser un risque sur nos valeurs et même directement sur notre sol, on l'a vu, il y a eu des projections d'attentats peut-être chez nous, on n'est plus dans le registre du débat démocratique. Et moi, je pense peut-être qu'il faudrait finir par judiciariser ces personnes pour apologie du terrorisme. Je suis désolé de dire que ici c'est l'Occident et que on ne fait pas impunément l'éloge d'un groupe terroriste. Voilà. Jean-Michel, vous vouliez réagir, Philippe? Non, je voulais dire, c'est très juste. Oui. Si on prenait l'initiative parfois de poursuite, si on était plus courageux, si on n'attendait pas des décisions du pouvoir pour agir, ce serait bien.
Jean-Michel Fauvergue, vous souhaitiez vous revenir sur ce manque de courage de certaines élites. Tout à fait, du courage, on va encore en parler. Je voulais parler de l'inconstance et du manque de courage des élites, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sportives ou qu'elles soient culturelles, dans le monde culturel. Alors sans revenir en détail sur l'affaire Depardieu, vous savez qu'il y a eu 2 pétitions, une pétition pour Depardieu, une cinquantaine de signatures en soutien contre le lynchage médiatique et pour la présomption d'innocence. Et cette pétition-là a entraîné de facto une autre pétition, même 2 autres pétitions. Il y en a 4. 8000 signataires quand même, 50 d'un côté, 8000 de l'autre. Et du coup, les premiers pétitionnaires, ceux qui étaient pour, eh bien, en race campagne, on laissait tomber leurs potes, on laissait tomber Depardieu. Ça a été le premier effet immédiat devant ce raz-de-marée de signatures. Alors les Carole Bouquet, les Nadine Trintignant, les Pierre Richard, les Attal, pas Gabi, mais Yvan Attal, les Jacques Weber et consorts, on retournait rapidement leur veste au motif que ils avaient signé pour la plupart d'entre eux, ils ont dit ça, ils ont signé sans lire. Ça c'est la première et voilà, ils ont signé sans lire. Et la deuxième chose, c'est que ils se sont aperçus après que celui qui a écrit la pétition était un journaliste de causeur et ça leur allait pas et ils l'ont traité d'extrême gauche, d'extrême droite. Et pas les seuls à manquer de courage. Dans le monde du sport, on a eu la condamnation de Attal, alors pas Gabi, toujours, mais Youssef Attal. Décidément, il est partout, lui, Attal. Ils sont partout. Ils sont partout et au plus haute sphère. Le joueur de l'OGC Nice qui a été condamné à 8 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire pas de prison du tout, parce qu'avec sursis, ça veut dire pas de prison, et 45 000 € d'amende. Il a été condamné pour provocation à la haine en raison de la religion. Et pour se défendre, il a dit d'abord qu'il s'excusait, et parce qu'il avait dit quand même à un certain moment, il a partagé des vidéos en appelant un jour noir pour les Juifs, à la mort des Juifs. Et pour se défendre, il a dit écoutez, j'ai partagé des vidéos, mais je suis pas allé jusqu'au bout de la vidéo, je l'ai pas vu jusqu'au bout. D'ailleurs, lui aussi, il a pas vu jusqu'au bout. Et donc, voilà, ça lui servait d'excuse. Un peu léger, mais on a aussi ça en politique. Alors en politique, vous savez que depuis quand la loi immigration a été votée, un certain nombre, une ribambelle de ministres venant de la gauche de la Macronie, Clément Beaune, Patrice Vergriette, Sylvie Retailleau, Madame Abdul Malak, on dit, on met tout leur poids dans la politique dans la balance en disant si cette loi est votée, eh bien nous démissionnons. Preuve qu'ils n'ont pas beaucoup de poids, c'est que la loi a été votée. Par contre, ils n'ont pas démissionné, sauf un. Monsieur Rousseau, qui était le ministre de la Santé, qui lui a démissionné au bout de... Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le grand jeu du retenez-moi où je vais faire un malheur, il y a ceux qui vont en silence au bout de leurs convictions et ceux qui critiquent bruyamment les convictions des autres. Il y a ceux qui ont le courage de leurs opinions et ceux qui signent sans lire ou regardent sans voir, comme m'a fait Attal, pas Gabi. À ceux-là, on aurait tendance à leur dire, les gars, les filles, là, taisez-vous, vous nous saoulez. Ah oui, c'est cash. Un mot, Philippe. Mais je trouve que Jean-Michel a tout à fait raison et je l'ai même trouvé assez gentil sur les pétitions. L'une en faveur de Depardieu et les 3 autres contre. Ils ne savent plus où donner de la pétition. C'est dramatique. Et l'hélas, Jacques Weber, c'est le record. Lui, il dit, il a signé sans lire et il dit, c'est comme un second viol dont j'ai été victime. Oui, c'est vrai, et le reste, c'est vrai, les ministres, évidemment. Et on sait que, par exemple, Clément Beaune, que par ailleurs j'apprécie, c'est pas le plus large du lot, est allé voir Alexis Collère pour faire contrition, mais je crains que ça ne suffise pas. Espérons. On est obligé de partir en pub avec vous, Mickaël Sadoun. On parle de encore un Attal, mais cette fois-ci c'est Gabriel. C'est peut-être notre futur Premier ministre, on ne sait pas encore. Exactement. On en parle dans un instant. Vous voulez réagir, bien sûr, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300, les vraies voix Sud Radio, jusqu'à 19h.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix avec Philippe Bilger qui est avec nous, Mickaël Sadoun et Jean-Michel Fauvergue, bien entendu. C'était le coup de projecteur, enfin en tout cas le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Et on parlait de courage il y a quelques instants avec Jean-Michel Fauvergue et dans votre tour de table de l'actu. Et avec vous, Mickaël Sadoun, si toutefois c'est Gabriel Attal, en parlant de courage, il faudra peut-être du courage. Oui, en effet. Alors bon, c'est avec s'il est Premier ministre. Beaucoup, évidemment, de prudence. Il n'est pas encore Premier ministre. Il n'y a plus de Premier ministre depuis une demi-heure. Voilà, peut-être aura-t-on une surprise, mais a priori, des rumeurs circulent et disent que ce sera Gabriel Attal, qui sera donc le plus jeune Premier ministre de la Ve République. On en parlait tout à l'heure, mais je vais revenir un petit peu sur ce que je disais. Je trouve d'abord que ça n'acte pas un changement de politique de la part d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal fait partie de cette ancienne gauche PS qui se traîne un peu lentement vers la droite parce qu'elle se rend compte que le réel lui donne tous les jours tort. Je m'en réjouis personnellement, il n'y a aucun problème, non pas que je sois de gauche ou de droite, mais j'apprécie un personnel politique pragmatique qui est capable de comprendre les enjeux qui se posent réellement. La deuxième chose, c'est que je trouvais un peu que la popularité de Gabriel Attal était abusée par rapport à ses divers bilans dans les ministères dans lesquels il est passé. Alors, en effet, il n'a pas fait de faux pas, c'est quelqu'un qui est bon sur les formes, et Philippe aime le noter, lui qui est un grand orateur. Et ensuite, sur le fond, je trouve que depuis qu'il est arrivé au ministère de l'Éducation, il est plutôt bon. Mais si vous voulez, ça ne demande pas un immense courage qu'il a fait pour le moment, c'est-à-dire globalement de la formulation et du programmatique. Alors évidemment, il y a eu quelques actions, notamment les sanctions des élèves qui n'ont pas rendu hommage à Samuel Paty. Il me semble ça non plus que ça ne relevait pas d'un immense courage. Il applique globalement le programme de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, alors que c'est une personnalité de gauche. Il est de gauche, mais il agit à droite, il a donc tout pour plaire, j'ai envie de dire, surtout dans les élites. Donc moi, je me méfie toujours de cet amour incroyable qui s'est abattu sur Gabriel Attal en seulement 5 mois ou 6 mois d'exercice. Je trouve que c'est quand même un petit peu rapide. Après, évidemment, je trouve ça très bien, ces prises de position sont les bonnes, mais il me semblait que ce qui était difficile au ministère de l'Éducation, c'était surtout l'implémentation, d'où l'appellation de mammouth, et pas nécessairement le diagnostic, même si on peut lui faire grâce, en effet, de trancher avec Pape Ndiaye, qui était mauvais sur l'un comme sur l'autre. Maintenant, j'ai pas envie de préjuger de ce qu'il va faire pour l'avenir. J'espère qu'il aura une cohérence, parce que quand on est dur sur l'éducation, qu'on veut remettre l'autorité au centre, il faut être cohérent aussi. Quand on parle de justice, quand on parle de police, quand on parle d'immigration, etc. J'espère qu'il aura ce courage pour tous les domaines d'action de l'État. Du temps de réponse, Jean-Michel Fauvergue. Oui, je vais rebondir sur le brillant argumentaire de Mickaël. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir. D'abord, popularité et bilan. À un certain moment, Mickaël a parlé de popularité et de bilan. En fait, en réalité, c'est pas parce qu'on a un bilan qu'on est populaire, et c'est pas parce qu'on est populaire qu'on a un bilan. Voir Chirac, quoi, hein. Le bilan de Chirac est discutable. Et ensuite, Mickaël parle d'un immense courage. Il n'a pas eu un immense courage à faire ce qu'il a fait. En fait, en réalité, vous avez raison en disant ça, mais il faut, en politique, il ne faut pas avoir un courage immense. Il faut juste avoir du courage. Et sur l'abaya, eh bien, je suis désolé de le dire, mais ça a été le seul qui a dit, quand il est arrivé, l'abaya, c'est fini. Et depuis, on n'entend plus parler de l'abaya. Comme quoi, ça ne demande pas une... en fait, en réalité, transformer notre pays, ça ne demande pas une super force. Ça demande de faire le job pour lequel on est. On a le temps, Philippe. Est-ce que c'est l'homme providentiel pour vous ? Non, c'est un homme en qui j'ai un peu d'espérance dans un macronisme qui me déçoit globalement. Alors là, d'abord, Mickaël, pourquoi a-t-on tant d'attentes sur lui ? C'est qu'il a été bon avant. Oui. Et deuxième élément, on n'avait pas le temps, mais il a fait plus que l'abaya, il a fait plus que les élèves sanctionnés quand ils ne respectent pas la minutie, les groupes de niveau.
plutôt le redoublement, les parents qui enfin passent au second plan derrière la vie des professeurs. Il y a énormément de choses qui sont faites. Alors, il faudra les incarner encore davantage. Mais tout de même, j'ai de l'espoir et j'espère n'être pas totalement naïf pour une fois. Merci beaucoup, en tout cas, Michaël Sadoun. Et aujourd'hui, les professeurs, c'est une information importante, les professeurs qui font leur rentrée avec l'appréhension, alors que des violences se multiplient dans les collèges et les lycées. Avec cette question, faut-il s'inquiéter finalement du climat décrit comme agressif envers les enseignants, Philippe? Oui, et d'ailleurs, parlons vrai, le métier de prof est-il devenu un métier à risque? Est-ce que vous pensez que les mesures portées par celui qui est désormais ex-ministre de l'Éducation nationale est-elle les bonnes? Est-ce que vous pensez qu'il est encore temps de renverser la vapeur, comme on dit dans le sport, dans l'éducation nationale, ou que c'est trop tard? Faut-il s'inquiéter du climat décrit comme agressif envers les enseignants? Eh bien, vous dites oui à 88% sur Twitter. Et on va en parler avec Jean-Rémy Girard, qui est président du SNAC, qui est le syndicat national des lycées et des collèges. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Petite question avant de partir, une petite pause. Est-ce que les punitions sont, selon vous, assez dissuasives? Si elles sont appliquées, oui, mais elles sont assez dissuasives. Encore faut-il qu'elles soient appliquées. On en parle dans un instant. 0826 300 300, ce numéro de téléphone, c'est pour vous. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Dans cette période un petit peu particulière, les vraies voix Sud Radio en phase de remaniement. Donc ça veut dire que nous n'avons plus de gouvernement, mesdames et messieurs, pour l'instant. Je croyais qu'on était les deux têtes de l'exécutif. Voilà, écoutez, moi je propose qu'on s'autonome, on s'autonome. Voilà, c'est bien. On met Philippe Bilger pour l'instant Premier ministre. Ça va bien. C'est adorable. Jean-Michel Fauvergue, on vous met où? À l'intérieur, lui évidemment, un ancien flic d'élite. Oui. Bah non, il a peut-être envie de, je sais pas, de la culture. Diversifier. Culture, ça m'irait bien. Ah, ça vous irait bien. Les affaires étrangères. Les relations extérieures. Ça me va. Oui. Ok, ça me va. Philippe David, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Moi, vous mettez au sport, surtout. Comme ça j'irai au match gratuitement, je serai très content. Et vous, moi je sais où je vous mets. Ministre de la Justice. Ouais. Non mais Cécile, Philippe porte-parole. Ah, ça serait pas mal. Non, je suis pas assez bavard. Non, tu sais, vous seriez très bien, Philippe. Ça vous irait très bien. En tout cas, vous, avec nous, 0826 300 300, tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Il y a des enseignants qui se font bordéliser tous les jours. Ça arrive assez régulièrement, 1 ou 2 fois par année. On a véritablement, on va dire, des problèmes qui peuvent être hors de l'école, qui rentrent dans l'école. Ça fait 8 ans que je suis en REP et j'ai pas connu une année sans incident violent. C'est assez difficile en fait à affronter au quotidien. Il y a encore quelques années, jamais un élève s'en serait pris à un professeur. Et donc cette rentrée sous tension pour les enseignants après une multiplication des agressions en décembre, des rumeurs sur une professeure suite à l'étude d'un tableau classique avec des femmes nues, une autre menacée au couteau par une collégienne. Toujours en décembre, une enseignante a été hospitalisée, empoisonnée au détergent lors d'un goûter au collège. En toile de fond, forcément, les meurtres de Dominique Bernard à Arras, 3 ans après Samuel Paty. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que vous comprenez la crise de vocation qu'il y a chez les enseignants quand on voit qu'ils sont mal payés, qu'on les envoie à l'autre bout de la France et qu'en plus on entendait cette prof en REP, il n'y a pas eu une année où il n'y ait pas eu des problèmes dans sa classe. Est-ce que pour vous, le métier de prof, c'est devenu un métier à risque? Et pensez-vous qu'on peut encore renverser la vapeur? Faut-il s'inquiéter du climat décrit comme agressif envers les enseignants? Et bien sûr, Twitter, vous dites toujours oui à 88%. Et Jean-Rémy Girard est avec nous, président du SNAC, qui est le syndicat national des lycées et collèges. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Avant de revenir vers vous, forcément, à ce petit tour de table, ces agressions qui continuent, qui sont peut-être moins graves, mais en tout cas, les verbes et les menaces sont plus importantes. Bien sûr, mais les agressions sont scandaleuses, incontestables, elles s'amplifient, et on rejoint paradoxalement notre sujet précédent. J'attends avec impatience l'avis du président, mais il est clair que un ministre de l'Éducation nationale, et pour l'instant Gabriel Attal, qui de mon point de vue a fait un sans faute
depuis le mois de juillet 2023, n'a pas pu encore aborder vraiment de plein fouet le problème des violences et de l'irrespect à l'égard des enseignants et des professeurs. Il sera fondamental de savoir si c'est lui le Premier ministre, qui le remplacera, ou est-ce qu'on pourrait arriver dans une solution que notre excellent animateur tout à l'heure en off nous a suggéré. Après tout, ne pourrait-il pas tenir le poste de ministre et être Premier ministre? Il serait dommage que ces 5 mois, de mon point de vue presque impeccable, soient stoppés net parce qu'une autre personnalité ne ferait pas forcément le même travail avec la même qualité. Jean-Michel Fauvergue. Oui, on est, et personne ne peut le contester, sur une crise de l'autorité, et tout ce qui représente autorité est battu en brèche, les policiers d'un côté, les enseignants de l'autre. Je dirais... les facteurs, les pompiers, oui, tout le monde. Tout, ouais. Mais je voulais comparer les deux parce que je voulais dire que, étant ancien policier, bien sûr que c'est grave de s'en prendre à un policier, etc. Mais on est sur de la conséquence, tandis que s'en prendre à un enseignant, c'est à la fois s'en prendre à son autorité, mais c'est aussi s'en prendre au savoir qu'il est en train de nous donner, et donc on ne peut construire rien. Et l'enseignant est là pour bâtir quelque chose d'important qui empêchera ensuite à la personne à qui il a donné l'enseignement de se rebeller contre le policier. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dans cette continuité-là, c'est dès le départ et au niveau de des enseignants qu'il faut réagir fermement sur tout ce qu'on... Vous êtes enseignant ou personnel de l'éducation nationale, vous voulez témoigner, le 0826 300 300. Michael Sadoun. C'est intéressant ce que vient de dire Jean-Michel. C'est vrai que l'autorité du prof, c'est la première autorité de l'État à laquelle on est confronté dans sa vie. Et c'est assez inquiétant quand on voit que 40% des professeurs se sont déjà censurés en cours. Ça monte à plus de 50% dans les ZEP, donc c'est très important. Après, encore une fois, je veux pas évidemment... désespéré Billancourt, mais on parle de ça depuis 20 ans, c'est-à-dire que c'est bien documenté dans le rapport Stasi de 2003, dans le rapport Aubin de 2004, sur toutes les questions en plus. Le vêtement religieux, le refus de certains enseignements, l'absentéisme à l'école, la montée de l'antisémitisme, qui est même documenté depuis les années 90 dans des milieux de Seine-Saint-Denis. Évidemment, à l'époque, c'était vu comme des théories d'extrême droite, même si Bernard Stasi était quelqu'un d'éminemment reconnu par tout le monde. Mais voilà, on a perdu quand même beaucoup de temps sur ce terrain-là. Aujourd'hui, évidemment, il y a une volonté politique de la part de Gabriel Attal, mais je vais encore une fois me répéter, vous voyez comme quoi il y a beaucoup de pédagogie et de répétition dans cette émission. Il faut maintenant que ces idées et cette autorité infusent dans toute une administration. C'est-à-dire que l'éducation nationale, c'est la deuxième plus grosse administration du monde entier en nombre de fonctionnaires. Donc, en plus, avec une qualité de l'enseignement qui s'est légèrement dégradée, un niveau de salaire qui n'est pas bon et qui n'attire plus nécessairement les mêmes profils qu'avant, une étude de la Fondation Jean Jaurès se rendait par exemple compte que les jeunes professeurs avaient une conception de la laïcité beaucoup plus large, beaucoup plus woke, beaucoup plus élastique, beaucoup plus libérale que leurs aînés. Donc c'est toute une culture qui maintenant doit infuser. Voilà, donc ça pose aussi derrière évidemment la question de la formation des professeurs. Il y a eu un scandale ce week-end avec l'INSPE qui utilise l'écriture inclusive. Donc vous voyez, pour former des professeurs, c'est pas exactement ça. Et évidemment la question des salaires, réattirer les talents dans l'éducation nationale. On va voir notre invité Jean-Rémy Girard, qui est président de donc ce syndicat national des lycées et des collèges. Est-ce qu'on peut parler véritablement d'une dégradation du climat scolaire aujourd'hui ? Ah oui, on peut clairement parler d'une dégradation du climat scolaire, et à tous les niveaux, au lycée, au collège, aussi à l'école primaire. Effectivement, on a des signaux objectifs. On a les enquêtes du ministère. Nous, au SNALP, on a fait notre propre enquête au mois de novembre dernier auprès de l'ensemble des collègues. On a même les enquêtes PISA, qui ne travaillent pas juste le niveau en français, mathématiques et sciences, mais qui ont un questionnaire sur le climat scolaire, l'ambiance à l'école, et qui montrent que la France est l'un des pays où il est le plus difficile de faire cours, où il y a le plus de bruit dans la classe, où il y a le plus de difficultés à entendre le professeur. Ça, c'est PISA qui nous le dit, ça, par exemple. Donc, effectivement, le climat scolaire, il est tendu, et on a pu voir avant les vacances de Noël, c'est souvent les périodes juste avant les périodes de vacances qui sont les semaines les plus compliquées, et on a eu effectivement
une période en décembre qui a été très très difficile. Ça commence à quel âge à peu près ? À quel âge l'enfant devient un peu plus turbulent aujourd'hui ? Rassurez-nous, ça commence pas en maternelle quand même. Alors, ça peut commencer très très tôt. Non, je vais pas vous rassurer. Ça peut commencer extrêmement tôt, dans le sens où on demande de plus en plus à l'école d'assurer aussi les missions de familles qui n'y arrivent pas, et de faire l'éducation pleine et entière des enfants. On nous demande aussi d'accueillir, et c'est un très beau projet, des élèves qui ont différents types de handicaps. Mais dans beaucoup de cas, on nous les colle comme ça dans la classe sans qu'ils aient l'accompagnement nécessaire. Et c'est extrêmement compliqué. Les professeurs des écoles dans le premier degré qui sont tout seuls dans leur classe, il n'y a personne d'autre, il n'y a pas de vie scolaire, il n'y a pas d'autres adultes qui se retrouvent dans des classes de 25, parfois de 30 en maternelle, ça existe, les maternelles à 30 élèves, et qui sont tout seuls à gérer des enfants que parfois leurs parents n'arrivent pas à gérer alors qu'ils en ont qu'un, c'est malheureusement monnaie courante. Et ça, les professeurs nous le disent, et nous le disent de plus en plus. Philippe Bilger. Est-ce que, Monsieur le Président, est-ce que l'un des problèmes de l'école, et qui rejoint notre interrogation sur le manque, les violences et l'autorité, c'est le fait qu'il y a énormément de forces centrifuges qui s'exercent au détriment de l'école dans sa substance essentielle. Est-ce que vous pensez que l'expérience de l'uniforme qui est mise en œuvre peut apporter un léger progrès dans ce domaine en recentrant un peu l'enseignement sur quelque chose qui le sortira d'une comparaison et d'un divertissement et de l'inégalité sociale? Alors nous au SNALC, on n'est pas un syndicat, j'allais dire anti-uniforme, disant que c'est l'horreur, c'est la militarisation. Ça existe dans d'autres pays, ça existe même d'ailleurs dans le nôtre, puisque la tenue d'établissement, alors plutôt que l'uniforme, c'est extrêmement pratiqué en Martinique, par exemple. Ça va pas changer grand-chose non plus, il faut quand même se le dire. C'est plutôt cosmétique que réellement la mesure numéro 1 à prendre au vu de l'état de l'école. Pourquoi ça se... Alors parce que c'est pas ça le problème majeur. Le problème majeur qu'on a aujourd'hui, c'est pas parce que les enfants porteraient une tenue que d'un seul coup ils se comporteraient réellement différemment. Ça crée un cadre quand même, non? Ça crée pas un... Alors je dis pas que ça n'aiderait pas. D'accord, okay. Je dis pas que ça n'aiderait pas. Je pense pas que ça va révolutionner le système. Je vous dis, d'ailleurs, on a un département d'outre-mer qui a une tenue d'établissement qui c'est une monnaie courante. On n'a pas constaté dans nos statistiques que ce département était un département qui avait un différentiel particulièrement impressionnant là-dessus. On a aussi des difficultés, ça c'est un point qu'il faut dire parce qu'on parle beaucoup des élèves. On a de plus en plus de difficultés avec les familles aujourd'hui. Je vous donne des chiffres pareils du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, à l'école primaire, il y a plus d'incidents subis par les personnels qui viennent des familles que d'incidents subis par les personnels qui viennent des élèves. C'est un chiffre de l'enquête Civis. C'est un point aussi très très important, c'est-à-dire que nous encore on peut essayer de travailler notre autorité vis-à-vis des élèves, mettre des punitions, des sanctions, etc., des conseils de discipline, tout ce qu'on voudra, mais les familles, on n'a aucun levier. Nous, professeurs, même les chefs d'établissement n'ont pas de levier, encore moins les directeurs d'école. Avant de donner la parole à Jean-Michel Fauvergue, forcément, on a envie de vous poser cette question sur l'éventuelle arrivée de Gabriel Attal en tant que Premier ministre. Est-ce que pour vous, c'est une mauvaise nouvelle de perdre Gabriel Attal en tant que patron d'éducation nationale? Vous le regretteriez? Alors, faut voir si jamais ça se produit, faut voir qui on nous met à la place. Oui. Mais au-delà de ça, voilà, Gabriel Attal est resté 5 mois, dont le mois d'août. Donc, on peut pas encore dire qu'il est réellement un bilan. Il avait lancé beaucoup de choses. Il a lancé, enfin, on peut parler au présent. Il a avec lesquelles des choses avec lesquelles vous êtes d'accord? Il y a des choses avec lesquelles on est d'accord. Le fait que la décision de redoublement soit prise par les personnels et pas par les parents, ça, c'est quelque chose avec quoi on est d'accord. Le fait que on ne puisse pas passer directement en classe de seconde si on n'a pas son brevet et qu'il faille faire une année de préparation au lycée, ça, c'est quelque chose avec quoi on est d'accord. Maintenant, voilà, il y avait beaucoup de projets, il y avait beaucoup d'idées.
il y avait néanmoins quand même toujours un point faible, mais qui est un point faible structurel, hein, qui est le côté ressources humaines. C'est-à-dire qu'on est dans la plus grave crise de recrutement d'enseignants qu'on n'a jamais connue, sans aucun doute. On n'y arrive plus à recruter, non seulement dans les collèges et les lycées, ça fait un petit moment, et ça s'améliore pas vraiment, mais également à l'école primaire. Mais vous allez le regretter ou pas ? Vous allez le regretter ou pas, quelque part ? Alors, en tous les cas, c'était quelqu'un qui savait mener du dialogue social. Il ne veut pas dire oui ou non. Hein. Alors, écoutez, moi, je suis indépendant des partis politiques, je ne vais pas vous dire du bien du mal comme ça. Non, ce que je vais vous dire, c'est qu'on l'avait rencontré, on avait eu une audience, le SNALC, avec lui juste avant les vacances de Noël. Oui. C'est quelqu'un qui écoutait, c'est quelqu'un qui prenait le temps aussi. C'est je l'ai probablement plus vu Gabriel Attal en 5 mois que même Jean-Michel Blanquer en 5 ans, je pense. Ah oui. Clairement. Néanmoins, voilà, nous, on est un syndicat. Ça veut dire Jean-Michel Fauvergue. Moi, j'aurais deux questions à vous poser, si vous le permettez. Et court, il reste 1 minute 30. La première question, c'est que il y a eu des dédoublements de classe au CP dans les zones REP et REP+. Est-ce qu'on envoie les bénéfices? Première chose. Deuxième chose, est-ce que dans le corps enseignant rétif, qui était souvent rétif aux réformes et quelquefois un peu dogmatisé, est-ce qu'on est toujours sur ces positions-là? Alors, les dédoublements en CPCE1 dans l'éducation prioritaire, les collègues qui travaillent dans l'éducation prioritaire trouvent ça très bien. Hein. On va pas se le cacher. Effectivement, ils trouvent ça très bien parce que c'est très difficile de faire cours dans beaucoup d'écoles de l'éducation prioritaire. Donc, effectivement, ils trouvent ça bien. La difficulté, c'est que la majorité des élèves en difficulté sont pas dans l'éducation prioritaire parce que c'est un tout petit morceau en fait de l'école, l'éducation prioritaire. Et les conditions se sont globalement dégradées partout ailleurs. Donc c'est très bien pour l'éducation prioritaire. Hein. Nous, on a soutenu d'ailleurs cette mesure-là au SNALC. En revanche, dans le même temps, en collège et en lycée, on nous a supprimé 8000 postes d'enseignants, alors même que notre nombre d'élèves avait augmenté sous le premier quinquennat. Donc forcément, ça, globalement, c'est pas non plus un bilan absolument incroyable. Ça, c'est pas celui de Gabriel Attal, pour le coup. Merci beaucoup, Jean-Rémy Girard, d'avoir été avec nous, président du SNALC, syndicat national des lycées et collèges. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et belle année, puisqu'on vous a pas souhaité une belle année, bien entendu. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Ça a été une première très réussie grâce à vous. Grâce à vous surtout. Merci beaucoup, Mickaël Sadoun. Grâce à Mickaël Sadoun aussi, grâce à aussi Jean-Michel Fauvergue. Merci Jean-Michel. Vous restez avec nous puisque avec Philippe David, ça continue. Ah oui, ça continue avec les vraies voix citoyennes, avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet pour leur première de 2024 en notre compagnie. On attend avec impatience. On fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite.